Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de l'actualité. La redynamisation de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest, CPAO, au sein des discussions que le président de l'Assemblée nationale du Bénin a eues avec les autorités et parlementaires burkinabais. Le gouvernement en répétition générale avant le 4 mars, date de la tenue du premier e-conseil des ministres. Ce matin, il s'est retrouvé pour un conseil de cabinet sans papier. La 8e rentrée RTB déroule depuis ce matin son programme depuis Tenkodogo dans le centre-est sous le parrainage du général Timoko Margarango. Panel et activités récréatives rythmeront la semaine. Enfin, notre invité sera le secrétaire exécutif de l'Azama qui vient nous parler du 12e festival qui est prévu à Dédougou du 24 février au 2 mars prochain. Mais tout d'abord, audience présidentielle pour commencer. Blaise Compaoré s'est entretenu cet après-midi au palais de Kosiam avec le président de l'Assemblée nationale du Bénin en visite au Burkina depuis mardi dernier. Les discussions ont surtout porté sur la relance des activités de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest, CPAO. Président de la CPAO, M. Mathurin Kofi Nago, a été désigné par ses pairs pour rencontrer les chefs d'État de la sous-région et organiser la conférence. Il s'exprime au micro de notre reporter Adama Koulibaly. La CPAO, qui est un cadre de concertation et d'échange entre les présidents du Parlement, a été créée en 1999, mais quelques temps après, est tombée en léthargie et nous l'avons relancée en septembre 2013. Et j'ai voulu parler de tout cela au président du FASO pour recueillir ses conseils en vue de pérenniser ce cadre de concertation qui est très utile pour nous, puisque, comme vous le savez, au niveau de la CEDEAO, les chefs d'État et de gouvernement poursuivent un objectif essentiel, c'est l'intégration sous-régionale, en même temps que la promotion de la démocratie et la promotion de la paix et de la sécurité. Et sur tous ces sujets, sur tous ces objectifs, les parlementaires, et en l'occurrence les présidents des parlements, doivent accompagner les chefs d'État et de gouvernement. Surtout que, comme vous le savez, il y a quelques années, les chefs d'État et de gouvernement ont proclamé comme vision pour l'année 2020, l'année 2020, ont proclamé cette vision de passage de la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. Et quand on parle de peuple, les députés, les parlementaires en tant que représentants des peuples se doivent, n'est-ce pas, de s'inscrire dans cette dynamique-là, dans cette perspective, et donc doivent nécessairement mener des actions synergiques pour appuyer les chefs d'État et de gouvernement pour accélérer le processus, la finalisation du processus d'intégration. Justement, parlementaires burkinabés et béninois se sont retrouvés hier en séance de travail autour de nombreux points. La dynamisation de la conférence des présidents d'Assemblée d'Afrique de l'Ouest, CPAO, et le renforcement de la coopération bilatérale ont été évoqués au cours des discussions. Reportage Anna Lusikiri. À peine a-t-il foulé le sol burkinabé ce mardi que le lendemain, le président de l'Assemblée nationale de la République du Bénin et sa délégation entamaient une séance de travail avec leurs homologues burkinabés. Il s'agit notamment des députés membres du CEP UEMOA, le comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Les échanges se sont focalisés sur la dynamisation de la CPAO, la conférence des présidents d'Assemblée de l'Afrique de l'Ouest. Ce cadre d'échange et de coopération qui regroupe les présidents des chambres, des parlements nationaux et régionaux, des 15 pays de la CEDEAO, et qui est une initiative des parlementaires burkinabés, est tombée en léthargie depuis plusieurs années. Mandat a été donné au chef du Parlement béninois lors de la rencontre d'Abuja en septembre dernier de convaincre ses pairs afin qu'ils participent aux prochaines assises prévues à Cotonou au Bénin. Ce qui m'a le plus réconforté, c'est l'engagement qui a été pris non seulement par le président, mais par l'ensemble des parlementaires burkinabés, l'engagement à œuvrer pour la relance véritable de notre organisation commune. Les parlementaires béninois et burkinabés n'ont pas passé sous silence la qualité de la coopération entre les parlements des deux pays. Ils se sont engagés à tout mettre en œuvre pour renforcer davantage cette coopération dans l'intérêt des peuples béninois et burkinabés.
Répétition générale avant le 4 mars, date à laquelle devrait se tenir le premier e-conseil des ministres. Les membres du gouvernement ont tenu dans cette perspective un conseil de cabinet ce matin sans papier. Il s'agissait de déceler les difficultés de la mise en œuvre du projet et de préparer sereinement l'e-conseil des ministres. Reportage Bouma Ernest Nebier. Le gouvernement burkinabé veut se départir désormais de l'utilisation du papier au profit des TIC lors du Conseil des ministres. Ici, au Conseil du cabinet du Premier ministère, les ministres sont en train d'essayer la mise en œuvre du projet. Comme vous le constatez, c'est un conseil de cabinet sans papier. Tout est fin prêt, plus ou moins. Nous allons tester aujourd'hui ce premier e-conseil de cabinet et le premier e-conseil des ministres aura lieu donc le 4 mars. Donc en principe, à partir de là, nous devons dorénavant pouvoir tenir le conseil des ministres sans papier, un conseil blanc comme on le dit. Cette nouvelle version présente d'énormes avantages. L'avantage d'abord, c'est de pouvoir travailler rapidement, c'est de pouvoir économiser du papier et puis aussi, bon, c'est de pouvoir aller plus vite. Au début, c'est pas facile. Peut-être que on aura peut-être une cohabitation entre le papier et le plateau, les ordinateurs que vous avez vus, mais rapidement nous souhaitons que tout le monde puisse le maîtriser parfaitement. Elle va également permettre de résoudre le problème d'archivage des dossiers qui se posaient. Avec la plateforme, il y a un système d'archivage qui est là, sécurisé, avec des outils de recherche multicritères qui permettent de retrouver n'importe quel document quand on le souhaite, avec des systèmes qui permettent par exemple d'interdire la suppression du document archivé pendant 50 ans même si on le veut. Autant d'avantages qui ont attiré le gouvernement du Burundi, venu pour s'inspirer de ce modèle burkinabé. Dernièrement, au mois de novembre, il y a une délégation burkinabé qui est venue au Burundi et qui nous a fait part du projet e-conseil des ministres. Et la délégation a fait un exposé et nous avons apprécié ce projet. Comme ici, ça a débuté, et nous sommes venus nous inspirer justement de ce projet pour l'assimiler, pour pouvoir le monter chez nous. Pour une bonne continuité de ce projet e-conseil, un centre de formation spécial est mis en place au profit des ministres et des responsables nouvellement nommés. Le personnel administratif de l'Assemblée nationale est aussi en formation sur le travail parlementaire en réseau. 120 agents de l'Assemblée bénéficient depuis hier d'une formation à l'utilisation de l'intranet. Cette rencontre prépare la première session ordinaire de l'année qui s'ouvre dans 2 semaines à Ouagadougou. Reportage Sylvain Vebamba. Permettre au personnel administratif d'intégrer l'utilisation de l'intranet dans leurs habitudes professionnelles, c'est l'objectif de ce séminaire atelier sur le travail parlementaire en réseau. L'intranet, comme vous le savez, est un outil de communication efficace, rapide, simple. Par conséquent, plus qu'une nécessité, l'intranet doit être érigé en une priorité de gouvernance administrative. C'est en présence d'une délégation de l'Assemblée nationale du Bénin, conduite par son président Mathurin Kofinago, que s'est ouverte la formation. Le chef du Parlement béninois a salué une telle initiative qui pourrait faire école. Cela nous a permis de voir les efforts qui sont faits ici et là. Et cela s'inscrit d'ailleurs dans le cadre de notre visite de travail, parce que notre visite de travail, c'est en même temps une visite d'échange, d'expérience et nous avons aussi des initiatives de ce type, mais les thématiques ne sont pas toujours les mêmes. Cette formation au profit de près de 120 agents du personnel administratif de l'Assemblée nationale du Burkina s'étale sur près d'une semaine. Des modules de 4 heures pour des participants organisés en groupe d'une dizaine d'apprenants. Cette formation s'inscrit dans le cadre d'un programme de renforcement des capacités des agents de l'Assemblée nationale. C'est un ensemble de modules qui vont permettre aux participants, à l'issue de la formation, de travailler beaucoup entre eux en réseau et d'éviter au maximum le support papier. À 2 semaines de l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2014, ce séminaire atelier sonne la mobilisation du personnel administratif du Parlement burkinabé.
Un avocat radié du barreau et 2 autres suspendus. La sanction est tombée du côté de l'ordre des avocats qui met de l'ordre dans la maison, si j'ose dire. Ces sanctions ne sont pas définitives et les intéressés ont jusqu'à vendredi prochain pour faire appel. Bref, l'ordre des avocats a organisé une conférence de presse pour expliquer les raisons de cette sanction. Zalissa Sanfo. Maître Mamadou Traoré, bâtonnier de l'ordre des avocats, ici face à la presse, pas pour plaider la cause d'un client, mais pour s'expliquer sur les faits qui ont conduit le Conseil à sanctionner 3 des leurs. Abus de confiance, rupture de pacte de confraternité, violation de serment, escroquerie intellectuelle et plus encore. Ce sont là les faits qui leur sont reprochés et qui sont constitutifs de manquements à la profession d'avocat. Quand on est avocat, on ne peut pas faire ce que l'on veut et quand on veut. Avant d'être avocat, il faut prêter un serment. Et ce serment oblige à un certain nombre de principes éthiques, moraux et déontologiques. Maître Mamadou Keïta écope de la sanction la plus lourde, une radiation pure et simple de l'ordre des avocats du Burkina Faso. 6 mois de suspension pour Maître Kirsi Idrissa Traoré et le double pour Maître Amadou Diallo. Interdiction est aussi faite à ces 2 derniers de faire partie de l'ordre des avocats pendant 9 ans. À la question de savoir pourquoi ne pas laisser ces informations dans les secrets du barreau, Maître Traoré donne les raisons. Quand la loi ordonne la publication de la décision, ce n'est pas pour l'intérêt du bâtonnier, ce n'est pas pour l'intérêt du Conseil de l'ordre, ce n'est pas pour l'intérêt des avocats, c'est pour d'abord l'intérêt du justiciable. Par quelqu'un qui est sanctionné et que vous ne savez pas, vous continuez à lui confier vos affaires. Mais qui est responsable? Qui est comptable? C'est le bâtonnier, le Conseil de l'ordre. Donc, l'information du justiciable est un impératif catégorique. Ces mesures ne sont pas encore définitives et les avocats sanctionnés ont jusqu'à vendredi pour interjecter appel devant les instances juridictionnelles compétentes. L'Union des forces centristes adhère au Front républicain et fait sienne l'idée d'un référendum en cas de désaccord de la classe politique. L'UFC soutient la médiation autosaisie et attend des partis politiques un dépassement de soi pour résoudre la crise actuelle. Reportage Simon Gongo. À défaut d'un accord politique sur l'article 37, l'UFC est pour l'organisation d'un référendum. Voici le contenu de la communication d'Issa Balima, le président du parti. Dans un message intitulé « Respect du droit du peuple à la vérité dans la situation nationale par opposition de l'UFC », le parti renvoie dos à dos l'opposition et le pouvoir et déclare son soutien au comité autosaisi de médiation. Nous pensons que l'honnêteté intellectuelle exige qu'on reconnaisse que certes, il limite les mandats présidentiels à 2, mais malheureusement ou heureusement selon, ne figure pas dans les clauses intangibles de la Constitution. D'où notre soutien à la médiation et notre invite à l'ensemble de la classe politique pour privilégier le dialogue en vue d'un compromis mutuellement acceptable dans l'intérêt supérieur de la nation, car toutes les positions se justifient d'une part politiquement et d'autre part légalement. En cas d'accord sur un désaccord national, l'UFC est porteuse d'un référendum transparent, juste et équitable, qui n'est qu'un droit du peuple souverain sur toutes les questions qui divisent les Burkinabés. L'Union des forces centristes a demandé ce jeudi même à adhérer au Front républicain. Mais Issa Balima et ses camarades souhaitent voir l'article 37 inscrit dans les clauses intangibles de la Constitution. Le parti demande un dépassement de soi de la part des partis politiques pour résoudre ce qu'il appelle la vraie fausse crise du Burkina. Demain se referme la campagne pour les municipales partielles de dimanche prochain. Sur le terrain, depuis le 7 février, le Parti pour la Renaissance nationale, Parent, a choisi la campagne de proximité pour mobiliser l'électorat. Honorine Ouedraogo, la candidate du parti, ne ménage pas ses efforts pour faire passer le message du Parent dans l'arrondissement 4 de Ouagadougou. Reportage Abdoul Rasmane Zongo. C'est elle qui portera les chances du Parent, Parti pour la Renaissance nationale, dans la conquête de la mairie de Nongré-Massoum au niveau de la commune de Ouagadougou. Sereine et confiante dans la stratégie qu'elle qualifie de proximité, Madame Honorine Ouedraogo était avec une poignée de militantes essentiellement. Nous sommes sereins.
C'est-à-dire que si toutefois nous avons la clé de la mairie du Nord-Massoum, nous avons des priorités que nous avons élaborées ensemble. Nous allons faire de sorte que la transparence règne dans cet arrondissement, dans la gestion des ressources, et nous allons procéder à un audit sur la situation des parcelles de l'arrondissement 4 de Nord-Massoum. Nonobstant les grosses pointures politiques selon les analystes, à l'image du CDP, l'ODP, l'UPC, Madame Honorine Ouedraogo et le parent entendent de créer la surprise agréable au soir du 23 février 2014. La Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB était dans l'allée Rabat pour une tournée de remerciements de ses militants dans 3 départements. La Convention a raflé 40 sièges de conseils municipaux dans les communes de Dakoro, Lumana et Niankoro-Dougou lors des élections de décembre 2012 et tenait à témoigner sa reconnaissance aux militants de la province. Précision Draman Kabore. Lors des élections couplées de 2012, la Convention des forces démocratiques du Burkina CFDB a pu obtenir la présidence du Conseil régional des Cascades, la mairie de Niankoro-Dougou et 40 conseillers municipaux. Des résultats satisfaisants au dit des responsables de la CFDB qui ont tenu à remercier les populations de Dakoro, Lumana et Niankoro-Dougou. Ce n'est pas seulement l'allée Rabat, dans l'allée Rabat que nous avons à remercier les militants. Et nous avons été partants dans près de 10 régions. Donc nous avons d'abord été ailleurs avant donc de venir ici. Et c'est ce qui a fait que en fait, peut-être qu'il vous semble que nous sommes en retard, mais nous disons que les remerciements doivent se poursuivre pendant 5 ans. Le président régional de la CFDB s'est dit satisfait de la forte mobilisation des militants et sympathisants des 3 localités. Nous venons leur dire merci, les encourager et dire qu'ils nous ont donné une charge. Parce que quand vous donnez une charge à quelqu'un, il faut continuer à supporter la personne afin qu'elle puisse remplir correctement cette charge. Mais si vous donnez une charge à quelqu'un, vous devez solidariser, à ce moment vous ne pouvez plus. Je pense qu'ils l'ont entendu et qu'il n'y aura pas de problème. Le député Salifou Baro du Rassemblement pour le développement du Burkina RDB, venu apporter son soutien, était porteur d'un seul message. Lorsque la CFDB a organisé son meeting de remerciements, je crois qu'ils nous ont approchés pour venir les soutenir. Comme tout le monde connaît aujourd'hui la situation nationale, étant aussi dans la majorité présidentielle, il faut que nous venions les soutenir pour que le président de façon aussi sache effectivement que les partis de la majorité au niveau de la région des Cascades se soutiennent à travers des activités politiques. Les représentants des femmes, des jeunes et des personnes âgées de chaque commune ont saisi l'occasion pour exposer leurs préoccupations du moment qui se résument au manque d'électricité et aux conséquences de la vie chère. Après Fada dans le Gourma, la délégation du mouvement du peuple pour le progrès conduite par le docteur Bindi Woba a séjourné à Guéhiri dans la Komandiari, toujours avec le même objectif, expliquer aux militants et sympathisants du MPP les raisons de la création du parti afin de susciter leur adhésion au dernier né du paysage politique burkinabé, Issaka Souleymane Diallo. La salle de la maison de la femme de Gaïri s'est retrouvée petite pour contenir les militants et sympathisants de la Komandiari venus pour écouter la délégation du mouvement du peuple pour le progrès MPP. D'entrée de jeu, le docteur Bendi Woba et ses camarades ont tenu à clarifier leur position vis-à-vis du parti majoritaire. C'était de transmettre le message des premiers responsables de notre parti, le MPP, à savoir le camarade Rochmar Christian Kaboré, le camarade Salif Diallo, le camarade Simon Comporé, des messages d'amitié et donc de solidarité vis-à-vis de la population de Gaïri, pour leur donner, leur transmettre les informations concernant la naissance du MPP. Quelles sont les raisons qui ont présidé à la naissance du MPP et pour aussi renforcer la mobilisation. Lors de cet entretien, la délégation a réaffirmé la ferme détermination de leur parti à s'opposer à la mise en place du Sénat et à la modification de l'article 37 de la Constitution. Nous ne sommes pas d'accord pour la modification de l'article 37. Nous ne sommes pas d'accord non plus pour la mise en place du Sénat dans ces conditions-là. La rencontre de Gaïri fait partie d'une campagne d'information entreprise par le Bureau politique national du mouvement du peuple pour le progrès. Elle a débuté dans la région de l'Est par la province de la Nyanya et se poursuivra dans les autres provinces du Gouloumou.
Venons-en maintenant à la 8e rentrée RTB qui déroule depuis ce matin son programme à Tinkodougou dans le Boulougou. Ainsi, le directeur de la RTB 2 Centre S a été installé dans ses fonctions. Daniel Kambou présidera désormais aux destinées de ce média de proximité en vue de promouvoir le développement au niveau régional. Précision Amadou Marcelto. Nommé en février 2013, Daniel Kambou a été officiellement installé dans ses fonctions de directeur régional de la RTB 2 Centre S ce jeudi 20 février à Tinkodougou. C'est devant ses supérieurs hiérarchiques, les autorités politiques, religieuses et coutumières que cet administrateur du cinéma et de l'audiovisuel a pris l'engagement de servir la région du Centre S en matière d'information. Il faut reconnaître que les RTB2, la mise en place des RTB2 répond à deux volets. Il y a la création des centres de production et des centres de diffusion, à savoir la radio et la télévision. Au stade actuel, nous avons mis en place ce qu'on appelle le centre de production. Ça veut dire quoi? On a un dispositif qui nous permet de déployer des équipes dans la région du Centre-Est pour assurer la couverture médiatique des différents des événements. Nous les traitons, nous essayons d'envoyer à Ouagadougou pour qu'on diffuse. Donc notre proximité avec le Centre-Est, c'est notre présence. C'est notre approche avec la population pour permettre de prendre en compte les domaines qu'ils souhaitent prendre en compte dans les reportages. C'est aussi la réduction des coûts. Parce que vous imaginez, quand on envoie une équipe de Ouagadougou ici pour couvrir un événement, il faut tenir compte de beaucoup de paramètres. Ça fait que le coût est élevé. En plus d'être un organe de proximité, la RTB2 Centre S se veut être un outil au service du développement régional. La RTB2 Centre Est, c'est tout un accompagnement de la région du Centre-Est dans beaucoup de domaines. Éducation, santé, promotion de l'agriculture, particulièrement accompagner le plus grand projet du Burkina, qui est le pôle régional de Bagré. Pour atteindre ces objectifs, le nouveau directeur régional de la RTB2 Centre S sait compter sur la collaboration des autorités régionales afin de promouvoir le développement. Les caravaniers de la série Affaires publiques poursuivent leur tournée de projection initiée par la RTB dans le cadre de cette 8e rentrée. 2 étapes dans la même nuit pour la caravane, Puitenga et Koupela. Dans ces 2 localités, les cinéphiles ont apprécié l'œuvre et les acteurs. Evelyne Dabiri. Affaires publiques à Puitenga, c'est la gare routière de cette localité qui a été érigée à l'occasion en salle de projection. À cette seconde étape de la tournée, les cinéphiles étaient au rendez-vous et ils ont apprécié le film et le jeu des acteurs. J'ai été beaucoup émerveillée par vraiment ce film que nous avons suivi. Ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est l'esprit avec lequel DG gère son entreprise. Et je demande à ce que tout le monde fasse comme lui pour que le pays va de l'avant. Il y a des acteurs qui m'ont impressionné, bien sûr. Il y a Alima Disco, qui joue vraiment le caractère de la femme forte, la femme du DG, et également Chocho qui joue bien ce rôle également. Donc je salue vraiment l'équipe, toute l'équipe a bien joué en général. Le film était bon, c'était intéressant, c'était magnifique. Bon, la partie qui nous a plu le plus, c'est la partie de DG avec sa femme. Bon, j'ai trouvé que c'était vraiment fantastique. Et vraiment, cette communion, cette chaleur avec votre public, vraiment, c'est vraiment merveilleux. Alors, je vais dire que, en tant qu'assistant culturel, parce que je suis aussi l'assistant culturel de la mairie de Puitenga, je trouve que il faut ce genre de trucs vraiment de façon directe pour vraiment faire parler, pour vraiment que les gens apprécient vraiment sa juste valeur, ce qu'ils ont vu ce soir. Puis c'était au tour de Koupela d'accueillir dans la même nuit Affaires publiques. Autre localité certes, mais même en Gouma. Nul ne voulait se faire compter l'événement et à la gare routière de Koupela, il fallait user de stratagèmes pour se faire une place. La projection qui s'est passée sans embâche était tout aussi plaisante et le message du film reste éducatif. C'est un film vraiment qui, nous-mêmes en tant que petits fonctionnaires, il y a des choses qu'on ne connaissait pas. Mais à travers ce film-là, nous avons des problèmes, nous savons où aller. Il y a des gens qui sont là pour résoudre nos problèmes. Donc je vois que non seulement c'est un film, ça nous distrait et en même temps ça nous conseille. Les échanges avec l'équipe technique et les acteurs présents ont fini de conforter certains cinéphiles comme fans de certains personnages. L'acteur qui m'a marqué le plus, c'est le DG, parce qu'aujourd'hui, vraiment, nous, en tant que responsables administratifs, son comportement, vraiment, c'est très exemplaire. Et voilà, il faut traiter les citoyens avec équité, avec justice. Et voilà. La caravane poursuit sa tournée dans le Centre-Est.
Le parrain de l'édition 2014 est le général Tiemoko Mar Garango, l'homme de la garangose, ou si vous voulez, la rigueur dans la gestion des finances, quand le général était ministre des Finances. Tiemoko Mar Garango a également occupé plusieurs autres fonctions, comme par exemple médiateur du Faso. Son portrait avec Moumouni Soubega. Son nom colle à une certaine époque à une politique, la garangose, que les travailleurs des années 1966 ont connue. Texte du redressement économique et financier. Le général Tiemoko Mar Garango en était le maître d'œuvre en tant que ministre des Finances, nommé au lendemain du soulèvement populaire du 3 janvier 1966. L'intendant militaire formé à l'école supérieure de l'intendance militaire de Paris est également celui-là qui a procédé à l'adoption des réformes comme l'instauration de l'UTS que chaque salarié paie, à la création du fonds pour la promotion de l'activité cinématographique et à la nationalisation de certaines sociétés d'État dont les salles de ciné. Ce geste de souveraineté a eu une répercussion dans le contexte de l'affirmation de l'indépendance. C'est le mythe fondateur des journées cinématographiques de Ouagadougou, l'actuel FESPACO, que le monde présente comme un événement cinématographique majeur du continent. D'autres réalisations majeures, aujourd'hui fleurons de l'économie nationale, datent de l'ère Garango. C'est le cas de la BICAV, devenue BICAB, de la BIB, de la SONA, de la LONAV, aujourd'hui LONAB, de l'OFNACER, devenu SONAGES, de la SONATUR ou encore des cités du camp fonctionnel et de la zone du bois. Son nom est également lié à l'histoire de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, pour avoir conduit les réformes de l'UMOA qui ont abouti à la création de cette banque. Militaire, politique, le général Garango a été également diplomate. Entre 1977 et 1983, il a défendu les couleurs de la Haute-Volta en tant qu'ambassadeur dans les pays comme les États-Unis d'Amérique, la République fédérale d'Allemagne, la République de Chine, la Suisse, la Yougoslavie, l'Argentine ou la Corée du Sud. L'homme s'est également montré disponible pour servir son pays à tous les niveaux sous la 4e République. Il préside la commission permanente de concertation État-secteur privé. En 1994, il devient le tout premier médiateur du Faso et il s'illustre avec brio dans la résolution de la grave crise estudiantine de 1997. À 87 ans, le général des divisions Tiemoko Mar Garango se met au service de la formation et du conseil des leaders d'aujourd'hui et de demain. C'est la vocation de l'IGD, l'Institut général Mar Garango pour la gouvernance et le développement, qui porte son nom. Tiemoko Mar Garango, c'est simplement une vie dévouée à sa patrie, un destin d'exception. Il fait partie aujourd'hui des 3 personnalités burkinabais élevées à la dignité suprême des grandes croix de l'ordre national, autres que les dignitaires des droits. Le 12e le Festival international des masques et des arts de Dédougou aura lieu du 24 février au 2 mars prochain autour du thème Masques, dialogue culturel et paix en Afrique. Et pour nous en parler, nous recevons le secrétaire exécutif de l'AZAMA, l'Association pour la sauvegarde des masques, M. Tankien Dao. Bonsoir. Bonsoir. Alors, M. Dayo, le festival 12e édition, c'est pour bientôt, autour du thème donc, que nous venons d'évoquer. Pourquoi ce thème-là? Ce thème est très important dans le contexte actuel de la sous-région ouest africaine, où on observe ce qui se passe au Mali ou au Nigeria ou bien dans d'autres régions de l'Afrique. Et nous avons pensé que c'est très important de réfléchir avec les communautés ayant en partage les traditions de masques, les interpeller, de prendre en compte la dimension paix dans leur démarche de tous les jours. C'est pourquoi nous voulons apporter notre contribution en choisissant ce thème. Alors, votre festival va se dérouler pour la 12e fois. Ça veut dire qu'il grandit. Est-ce que c'est toujours les mêmes objectifs et quels sont ces objectifs-là que vous poursuivez à travers l'organisation de cette manifestation? Pour cette 12e édition, les objectifs poursuivis sont doubles. Premièrement, c'est renforcer le rayonnement international du festival et deuxièmement aussi renforcer la contribution du festival sur l'impact du festival sur les populations locales. Alors, est-ce qu'il y a des innovations majeures qui sont inscrites au programme de cette 12e édition ou bien c'est toujours les mêmes activités que vous comptez organiser au cours de ce festival 2014? Et pour cette 12e édition, effectivement, il y a des innovations. Nous mettons surtout l'accent sur les échanges et réflexions thématiques.
Et il y aura au moins 2 conférences en lien avec le thème. Et deuxièmement, on va aussi réfléchir pour faire le bilan de la mise en œuvre de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Comme vous le savez certainement... C'est une convention de l'UNESCO. C'est une convention de l'UNESCO et l'ASAMA est depuis juin 2012 une ONG en consultation officielle avec l'UNESCO. Et dans le cadre de ce mandat, nous sommes amenés à faire le bilan de la mise en œuvre de cette convention au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Concrètement, quel est l'impact du festival sur la sauvegarde des masques? Parce que entre 2 festivals, qu'est-ce que vous organisez pour que les masques puissent, et en tout cas, garder leur valeur culturelle intrinsèque africaine? Qu'est-ce que vous organisez comme activité? Est-ce que vous avez, entre 2 festivals, quelque chose de particulier? Oui, entre 2 festivals, nous faisons surtout la recherche. Et en plus de la recherche, nous faisons de l'appui conseil auprès des communautés, surtout celles qui ont un patrimoine encore fragile. On essaie de les accompagner afin de sauvegarder ce patrimoine. Donc nous faisons des formations aussi, de la sensibilisation des enfants, afin aussi que ces enfants puissent s'impliquer dans la gestion de leur patrimoine culturel. Alors, M. Dayo, j'ai lu quelque part qu'il y aurait plus de 900 invités à Dédougou. Est-ce que vous avez les reins solides et comment vous faites pour avoir tout ce beau monde à Dédougou pour vivre au rythme du festival? Est-ce que vous avez des partenaires et quels sont ces partenaires? Et effectivement, il est attendu environ 45 groupes de sociétés de masques venant de au moins 5 pays. 5 pays de la sous-région sont invités, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Mali et la Gambie. Et au total, si on comptabilise tous les groupes qui vont venir, on aura près de 900 acteurs de la tradition du masque. Et pour cela, il faut vraiment un peu de moyens. Et en tout cas, nous pensons que l'État déjà nous accompagne beaucoup et la RTB aussi qui nous donne l'occasion de communiquer sur cette manifestation. Et en plus de l'État, il y a les organisations sous-régionales comme la CEDEAO, l'UEMOA et d'autres institutions qui nous accompagnent. Et il y a aussi le secteur privé qui de plus en plus s'implique véritablement derrière cette manifestation. Sans oublier les collectivités au niveau régional, le conseil régional, la mairie de Dédougou et la plupart des communes rurales de la région de la Boucle du Monde aussi accompagnent l'événement. Alors, très rapidement, quelles sont les activités phares de cette 12e édition? Les activités phares de cette 12e édition, il y en a 6 au total. La première activité phare, c'est les prestations de masques qui constituent la plus grande attraction du public. Il y a aussi un marché africain et comme je le disais tantôt, nous avons aussi des réflexions et échanges thématiques. On prévoit aussi organiser un gala de collecte de dons pour venir en aide aux expressions de masques, notamment les expressions les plus fragiles. Il y a aussi une exposition pour sensibiliser les communautés et les enfants surtout. Et là, nous avons l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale pour ce programme spécifique. Nous avons aussi des soirées nuits au village pour essayer de valoriser les autres musiques et danses du terroir. L'un dans l'autre, c'est un programme riche qui attend tout le monde du 24 février au 2 mars à Dédougou. C'est un programme très riche et très diversifié. Ça se passe tous les 2 ans. Si vous ratez vraiment, je pense que vous aurez raté quelque chose de très beau. Monsieur Takien Dayo, secrétaire exécutif de l'ASAMA, l'Association pour la sauvegarde des masques, merci beaucoup d'être venu ce soir sur notre plateau nous parler du 12e festival, le Festival international des masques et des arts de Dédougou, prévu du 24 février au 2 mars. Merci de rester à notre compagnie pour la suite du journal. Merci beaucoup. Merci d'avoir prêté votre micro. Le rapport mondial 2013 du Service international pour l'acquisition et l'application agro-biotechnologique ISAIA a été présenté hier à la presse. Le rapport indique une augmentation de 5 millions d'hectares des exploitations de cultures OGM dans les 27 pays, dont le Burkina, où elles sont acceptées. La cérémonie de présentation du rapport a été organisée par le réseau des communicateurs ouest-africains en biotechnologie du Burkina. C'est Sylvestre Da.
L'assistante au programme de l'ISA, le service international pour l'acquisition d'applications agro-biotechnologiques, présente aux autorités, aux chercheurs et aux journalistes du Burkina et de la sous-région le rapport 2013 produit par son organisation sur l'évolution des cultures génétiquement modifiées de par le monde. Il montre que 27 pays dans ce monde ont planté des cultures génétiquement modifiées sur une surface égale à 175,2 millions d'hectares. C'est une augmentation de 5 millions d'hectares par rapport à l'année 2012. Le rapport montre aussi que le nombre de producteurs qui ont planté ces cultures génétiquement modifiées a augmenté. Maintenant, on compte plus de 16,5 millions de producteurs qui font les cultures génétiquement modifiées dans le monde. Du rapport, il ressort aussi que de nombreux pays ont entamé les phases d'essai de la technologie biotech courant 2013. Ce succès serait dû au fait que depuis 1996 qu'elles ont été créées, les cultures génétiquement modifiées ont permis une diminution des coûts de production et une augmentation de la productivité. Ces cultures présenteraient également des avantages pour l'environnement. En ce qui concerne le Burkina Faso, on note une augmentation de 50% en production de coton biotech en 2013. Et les chercheurs et autorités burkinabés d'ajouter que les résultats sur le terrain sont aussi palpables sur le soja, le maïs et autres. Bon, il y a des gens qui étaient un peu réticents au changement. Maintenant, avec la sensibilisation et puis les informations, les producteurs commencent à s'intéresser de plus en plus à cette technologie qui, du reste, est très avantageuse pour notre pays. Que du fait qu'il y a eu une unité de soutien à cette technologie ici au Burkina, a fait que nous sommes un peu sortis de ce carcan-là pour faire quelque chose de nouveau. Et je crois que la recherche burkinabé en a profité puisqu'elle va de plus en plus en avant. On a fait le maïs, maintenant c'est le niébé qui va venir, puis d'autres cultures. Et surtout, cela a permis de former des techniciens de très haut niveau au Burkina. La médiatisation de la publication du rapport de l'ISA au Burkina est portée par les réseaux de communicateurs ouest-africains en biotechnologie de manière régulière chaque année depuis que le Burkina a adopté les OGM il y a maintenant 10 ans. Des chercheurs, producteurs, partenaires et utilisateurs techniques de collecte de l'eau pluviale se retrouvent à Ouagadougou. La réflexion se mène autour des technologies à mettre en place pour rendre l'eau disponible au Burkina. C'est une démarche qui vise à accroître la production agricole et à assurer la sécurité alimentaire au pays. Reportage Estelle Judith Assorba. Pour améliorer la disponibilité de l'eau dans le nord et le centre, la recherche burkinabé avait mis en place des techniques de collecte et de gestion des eaux pluviales et des éléments nutritifs. Aujourd'hui, avec la dégradation continue des terres et la variabilité climatique, les acteurs intervenant dans le domaine pensent qu'il faut opérer des ajustements sur cette approche et l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Pour nous, il s'agissait de faire le point sur les résultats qui ont été acquis en ce qui concerne la collecte de la gestion de l'eau et des éléments nutritifs, et puis discuter avec l'ensemble des partenaires et voir comment est-ce que nous pouvons arriver à leur diffusion sur l'étendue du territoire. C'est de voir comment est-ce que ces technologies-là que nous avons mis au point peuvent être utilisées dans d'autres zones agroécologiques du pays. Dans cette nouvelle démarche, ils sont soutenus par des partenaires venus de Suède, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et du Kenya. Ils vont mener ensemble des réflexions approfondies sur la question et mettre en synergie leurs actions pour une gestion efficace et efficiente de la ressource en eau. La question de l'eau est très importante dans l'activité agricole de façon générale. Et il est important que les acteurs puissent développer des initiatives pour effectivement assurer justement l'application d'un certain nombre de technologies qui sont donc développées par la recherche pour parer par exemple à l'insuffisance des eaux à un moment donné. Cette rencontre servira également de cadre pour ces acteurs de créer un réseau national des utilisateurs des techniques de collecte et des eaux pluviales. Un réseau qui va mettre en relation les acteurs sur le terrain et faciliter la promotion et l'utilisation de ces technologies. Des productrices de 5 régions du Burkina se réunissent à Ouagadougou pour réfléchir autour de la qualité des amandes de karité. Connaître les normes de qualité des amandes peut les aider à conquérir de nombreux marchés. La rencontre s'inscrit dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation et d'information sur l'amande de karité. Précision, Karim Patrick Namouano.
L'amande de karité, de sa qualité dépend la plus-value enregistrée du produit final, le beurre de karité. La table filière karité en est convaincue. Améliorer la qualité de la matière première pour accroître les gains de l'ensemble des actrices de la chaîne de production du beurre de karité, c'est la substance du message véhiculé par la structure fêtière lors de la campagne d'information et de sensibilisation organisée dans 5 régions du Burkina Faso en juillet 2013. Aujourd'hui, l'heure est à la capitalisation. Pour maximiser le gain des femmes et pérenniser l'approvisionnement en matière d'amande de karité dans toute la filière, nous avons pensé qu'il fallait faire de la formation. Il y aura un travail de capitalisation qui sera essentiellement des recommandations au niveau national. Et cela, désormais, va certainement réguler les relations entre les membres de toute la filière. Les méthodes de collecte des amendes de karité découlant des normes internationales seront expliquées à ces actrices dans l'optique de rendre le beurre du Burkina Faso plus compétitif. Mais avant, elles ont comme priorité la recherche de stratégies pour améliorer la prochaine campagne et surtout la préparation d'une forte participation des actrices à la conférence internationale d'Abidjan sur le beurre de karité prévue en mars 2014. Améliorer le fonctionnement de l'administration douanière à travers un contrôle interne performant, c'est l'objectif d'une formation ouverte hier à l'intention des inspecteurs des douanes. Cette formation qui s'étale sur une semaine couvre l'ensemble des activités et métiers des douanes. Précision Drissa Séré. À cette formation sur le contrôle interne ont été conviés les inspecteurs chargés du contrôle dans l'administration des douanes. L'objectif est d'améliorer leurs techniques et leurs outils de travail en leur permettant notamment d'identifier les sources des risques et sécuriser les recettes. L'objectif, c'est bien dans un contexte de plus grande performance, comment est-ce qu'on améliore le fonctionnement d'un service. Et voilà, donc c'est vraiment, si vous voulez, l'enjeu. Et je dirais que finalement, c'est un enjeu qui concerne l'ensemble des administrations douanières aujourd'hui, et je dirais même l'ensemble des administrations d'État et même au-delà. C'est là une formation qui cadre avec les objectifs de l'inspection technique des douanes en quête d'une plus grande efficacité dans ses attributions. Il s'agit de voir quelles sont les pratiques innovantes en la matière. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? Quel est le référentiel à la matière? Et comment est-ce que nous allons, au finish, adapter nos méthodes et nos outils de contrôle interne? Le contrôle interne est un dispositif qui permet de garantir le bon fonctionnement de l'administration. Opportunité d'échange d'expériences et de bonnes pratiques, cette formation a été placée sous un angle interactif. Les participants à la 38e Assemblée générale de la FANAF ont été conviés hier soir à un cocktail organisé par la société d'assurance Alliance. Ce fut une occasion pour l'assureur de présenter ses produits ainsi que les projets qu'il compte réaliser dans les 170 pays où il est présent. La santé, l'habitat et l'agriculture sont les domaines dans lesquels Alliance envisage d'intervenir pour être plus proche des populations. Moumouni Soubega. Dans un contexte marqué par la croissance des sociétés d'assurance dans le monde, Alliance a opté de faire la différence selon ses responsables. Être plus proche des populations et s'adapter à l'évolution du marché mondial, c'est le défi que Alliance veut désormais relever. C'est une stratégie tournée vers les populations qui n'ont pas forcément aujourd'hui accès au réseau traditionnel de distribution de l'assurance, à travers la micro-assurance, à travers des produits qui se veulent innovants et proches des assurés et des gens qui n'ont pas encore aujourd'hui accès à l'assurance. Donc nous avons une volonté de développement, d'être proche de nos clients partout en Afrique. Au Burkina Faso, d'autres domaines sont également ciblés. Nous disons que nous sommes sous-équipés en termes d'assurance dans notre pays. Donc il faudrait qu'on développe les produits. Il y a une marge de progression dans le domaine de la santé, dans le domaine même dans leur habitat. Et puis il y a des risques. Donc nous pensons qu'il faut prospecter tout cela et même l'assurance récolte pour parler un peu du domaine agricole. Ce cocktail est organisé par Alliance dans le cadre de la 38e Assemblée générale de la Fédération des sociétés d'assurance des droits nationaux africaines FANAF qui se tient présentement à Ouagadougou. Alliance est présente dans 170 pays dans le monde, dont 11 en Afrique. Les années à venir, la société envisage de conquérir d'autres pays d'Afrique de l'Est pour élargir ses services.
Le jour de la Saint-Valentin, un jour de fête pour les habitants de Tangaï dans le BAM. Ce jour-là, ils ont bénéficié d'un lieu de prière, une mosquée du vendredi. La prière inaugurale a drainé du beau monde. L'édifice qui a coûté environ 11 millions de francs est un don de l'Agence musulmane d'Afrique de l'Ouest du Koweït. Jacques Labissa-Tarpaga. Les habitants du village de Tangaï, dans la commune de Kongoussi, ont pris d'assaut leur nouvelle mosquée, un lieu de prière et d'adoration d'Allah qui fait la fierté de tout le village, mais surtout de l'imam. La construction de cette mosquée est un véritable soulagement pour nous. La prière est le premier pilier de l'islam et s'il n'y a pas de lieu de rassemblement, cela crée de la dispersion. Entendre la parole de Dieu en groupe permet d'apaiser les cœurs. Avec cette mosquée, on peut donc dire que l'islam a grandi à Tangaï. Cette mosquée de vendredi à Tangaï est l'œuvre de l'Agence musulmane d'Afrique de l'État du Koweït. Elle a coûté 11 millions de francs CFA avec à proximité un point d'eau. Cette mosquée, on a réalisé pour toute la communauté musulmane. Nous cherchons toujours les mosquées et les maisons de Dieu. Il reste toujours pour éduquer les gens. Ils donnent l'éducation vraie, donc les piliers de l'islam, toujours le message de la paix, le message de la fraternité et le message de solidarité entre la population. L'Agence musulmane d'Afrique investit dans de nombreux autres domaines au Burkina Faso, tels que l'éducation et la santé. La télévision a perdu ce jour un de ses techniciens du son, Isaka Semde, s'est éteint à Ouagadougou des suites de maladies. L'homme dont nous déplorons la disparition est arrivé à l'information en 1979 comme agent d'exploitation. Il aura été le premier régisseur général de la radiodiffusion télévision du Burkina. Il repartira en formation de 1994 à 1996 pour le niveau 2 du centre de formation professionnelle de l'information. À l'issue de ce recyclage, il est affecté à la télévision nationale du Burkina au poste de chargé de gestion et tout récemment comme technicien de son. À la famille éplorée, nous présentons nos sincères condoléances. Votre journal de 20h. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Excellente soirée en compagnie de la RTB.